Flux, ligne, ordonnancement 5S Jidoka. Ces mots ne vous disent rien? Pas d'inquiétude, c'est normal, nous sommes là. Bonjour à tous et bienvenue dans Gemba, le podcast qui vulgarise la logistique. Souvent mal comprise ou mal interprétée, la logistique est confondue avec le transport. Alors, qu'est-ce que la logistique? D'où vient-elle et quel est son avenir? Nous vous dirons tout dans ce podcast et nous vous parlerons des origines et du futur de la logistique. Nous sommes Malo, Thomas, Raphaël, Aurélien et Marceau et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Gemba. Je suis Malo et aujourd'hui je suis en compagnie de Thomas. Salut Thomas. Salut Malo. Ainsi que Aurélien. Salut Aurélien. Salut Malo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de la logistique en bref. Dans le premier épisode nous avons parlé de la logistique, de son histoire, des enjeux de la logistique et des différentes missions en lien avec cette fonction. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode, nous allons nous intéresser à la réception et au stockage. Pour commencer, nous pouvons nous poser la question de qu'est-ce que la réception ? Alors en fait la réception c'est un processus logistique et en gros de l'entreposage. Ça correspond aux différents points de transfert de propriété, donc au niveau des produits, entre le fournisseur et le client. Et clairement, en fait, c'est une étape qui est très importante, donc une étape de contrôle qui garantit la conformité de la marchandise avant son intégration en stock au sein de l'entrepôt. C'est ça Thomas, c'est exactement ça. La réception, comme tu le dis, c'est un transfert de propriété. Quand il n'y a pas d'élément qui va être défini, notamment dans un incoterm ou dans un contrat, le transfert de propriété va être fait au moment de la réception de la marchandise. Et donc, c'est un élément très important d'une entreprise en logistique et ça va impliquer principalement deux acteurs. Donc on va avoir le réceptionnaire pour l'entreprise qui va recevoir la marchandise et également le transporteur qui va être représenté par le chauffeur qui va venir livrer la marchandise. Donc le réceptionnaire, il a un rôle vraiment important puisque c'est lui qui va intégrer la marchandise à l'entreprise. C'est à lui de faire les contrôles et de vérifier la bonne état de la marchandise et la bonne conformité de celle-ci. D'accord, très intéressant. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est vraiment le premier épisode qu'on a dans une entreprise. C'est la première chose qui arrive dès qu'on rentre dans une entreprise. Ouais, c'est ça, et puis c'est quand même super important parce que c'est ça qui va garantir tout le reste. Si on fait une mauvaise réception, nos produits, alors on va parler du stock après, mais lorsqu'on fait notre réception, si on a une mauvaise réception, notre gestion de stock va être mauvaise, on n'aura pas nos bons produits. Et derrière, au final, la commande qu'on aura du client, peu importe l'entreprise, on ne pourra pas l'assurer. C'est ça, ouais. Et du coup, il y a différentes étapes à suivre pour une bonne réception. D'abord, dans un premier temps, ça va être de contrôler les documents que va nous remettre le chauffeur. Avant de commencer à décharger la marchandise, on va s'assurer que ce qui nous amène, c'est bien pour nous. C'est déjà arrivé que des chauffeurs arrivent dans une entreprise pour livrer quelque chose qui n'était pas pour eux parce que simplement ils se sont trompés d'adresse. Donc déjà, dans un premier temps, on va venir contrôler que la marchandise est bien pour nous. Une fois que ça va être fait, on va pouvoir procéder au déchargement. Donc pareil, en fonction des contrats, ça peut être le chauffeur qui décharge ou le réceptionnaire de l'entreprise. À ce moment-là, on va pouvoir effectuer plusieurs contrôles. D'abord, un contrôle visuel de la marchandise, s'assurer que la marchandise est en bon état, pas abîmée. Ensuite, on va venir on va faire un contrôle quantitatif. Donc on va venir comparer par exemple le bon de commande avec le bon de livraison, s'assurer que les quantités commandées sont bien celles reçues, et enfin un contrôle qualitatif, donc s'assurer que la marchandise est en bon état et également que la marchandise reçue est bien celle qu'on a commandée. Si on a commandé des t-shirts jaunes, que ce soit pas des t-shirts rouges qu'on reçoit. Et dans le cas où justement il y a une inconformité, on va venir mettre des réserves. Donc mettre des réserves sur le bon de livraison pour définir ce qui n'est pas conforme. Et comment tu fais pour émettre des réserves? C'est-à-dire que tu as dit que sur le bon de commande, tu mets la réserve pour dire que tes t-shirts ne sont pas de la bonne couleur. Qu'est-ce qu'on va en faire une fois qu'on a dit non, je suis pas d'accord avec mon produit? Donc pour les réserves qu'on va mettre, on peut mettre des réserves et quand même accepter la marchandise. Ça peut être des cartons qui est abîmé simplement, mais on a absolument besoin de la marchandise, donc on va quand même la recevoir. On peut aussi la refuser. Dans quel cas, c'est important de bien mettre les réserves et les raisons du refus
sur le bon de livraison. Et donc c'est important d'un point de vue juridique pour refuser correctement la marchandise. Donc là, c'est une explication très complète de la réception. Donc maintenant, on pourrait passer à l'étape suivante, si je me trompe pas, du stockage en fait, du stockage de la marchandise. Ouais, complètement. Alors en fait, pour expliquer un petit peu, le stockage, bah, comme son nom l'indique, c'est clairement l'action de stocker. C'est-à-dire on conserve un produit qui est en attente, donc soit en vrac ou dans une charge unitaire. Quand on dit en attente, c'est soit des composants qui vont nous servir à fabriquer un produit. Et quand on parle de charge unitaire, c'est par exemple une palette qu'on peut croiser n'importe où. Lorsque notre supermarché du coin se fait livrer, on voit très bien le type de palette. Et ça, donc, c'est une charge unitaire. Pour parler un petit peu de ce qu'est le stock, dans tous les cas, le stock, c'est physique. Ça, c'est important à prendre en compte parce on entend souvent aussi parler de stock informatique. Ça va être plus dans la gestion, on y reviendra après. Mais le stock, c'est avant tout physique. Par exemple, une palette d'eau représente du stock. Donc après la réception, si tout est conforme, imaginons, si on continue par exemple, Aurélien, sur ton cas des t-shirts, si tes t-shirts sont conformes, tu vas tout simplement les entrer en stock. Pour les entrer en stock, tu vas soit zipper donc une étiquette avec un code barre qui va soit t'envoyer vers un magasin spécifique pour le ranger. Un magasin, pour faire le parallèle avec ce qu'on peut connaître, c'est vraiment, je reprends toujours l'exemple du supermarché. Quand vous faites vos courses, vous cherchez de l'eau. Certains packs sont en hauteur, d'autres positionnés au sol. En fait, ça va être ça. Le magasin, c'est exactement la même partie. C'est une zone définie dans un espace de stockage. Donc, par exemple, ici, l'espace de stockage, c'est le supermarché. Donc là, on a bien défini ce que c'était un stockage, ce que c'est aussi un stock. Et tout ça, c'est entreposé quelque part. Enfin, c'est dans un bâtiment, un entrepôt, peut-être un magasin. Alors en fait, on a plein d'endroits possibles. On peut très bien trouver du stock à l'extérieur. Si on prend des entreprises comme Lafarge, pour tout ce qui est béton, etc., ça va être des choses qui vont être stockées. Donc par exemple, le gravier va être stocké en extérieur, majoritairement, dans des silos. On peut également trouver des stocks intérieurs. Si on prend par exemple la métallurgie, tout ce qui est pièces en acier, etc., ça va être stocké à l'intérieur. Pourquoi ? On va pas forcément avoir de protection anti-rouille, donc pour éviter que ça rouille, on va les protéger de l'humidité en les stockant dans un entrepôt ou un endroit spécifique fermé. C'est vrai que pour le stockage, quand on s'y connaît pas beaucoup en logistique, on pense tout de suite palettes, et donc les palettes ça va être stocké en rack. Or la palette c'est pas le seule unité de manutention qu'on trouve en logistique, et il y a tout un tas de produits qui vont être stockés autrement que sur palette, et donc autrement que dans des racks. Et des solutions de stockage, c'est infini. On va adapter le stockage aux produits à stocker tout simplement. Je pense, Aurélien, on peut définir aussi, tu viens de parler d'unité de conditionnement, on peut définir un petit peu pour expliquer. Une unité de conditionnement, nous, en logistique, c'est par exemple, comme l'a dit Aurélien, une palette ou un emballage spécifique à des produits. Dans la vie de tous les jours, on retrouve des unités de conditionnement. Par exemple, du chocolat en poudre, ça va être stocké dans une boîte en plastique. Aujourd'hui, on peut trouver aussi ce chocolat en vrac, qui va être une autre unité de conditionnement. Ça, on le retrouve de plus en plus aujourd'hui dans les magasins. On a l'exemple de Carrefour qui, il n'y a pas longtemps, a développé donc des rayonnages spécifiques en vrac où on trouve tout type de produits. Des pâtes, du savon, du chocolat en poudre, des bonbons, etc. Donc ça, c'est des nouveaux modes de stockage aussi qui arrivent avec un éveil écologique, avec le fait d'utiliser de moins en moins de ressources. On rentre tout à fait dans cet esprit-là avec le vrac. Donc voilà, pour expliquer un petit peu ce qu'est les unités de conditionnement, on a soit le vrac, soit des palettes, soit des boîtes individuelles. D'accord, très bien. Et donc pour gérer ces différents stocks qui sont stockés dans des magasins ou des entrepôts, comme
on l'a décrit. Est-ce qu'il y a des méthodes, des outils qu'on pourrait mettre en place? Parce que je pense que c'est des choses assez importantes pour qu'on ait besoin de les gérer bien. Alors oui, Malo, on a une méthode qui est assez simple, assez facile à retenir. Méthode de stockage, ça s'appelle la méthode ABC. En fait, tout simplement, ça va être une méthode de gestion de stock qu'on rencontre souvent en fait dans les entrepôts, qu'on rencontre aussi beaucoup dans les supermarchés. Et en fait, l'idée ici, c'est de catégoriser par ordre d'importance les différentes marchandises, pour les diviser dans différentes catégories. Donc la catégorie A, la catégorie B et la catégorie C. Si on prend les marchandises de catégorie A, ce sont des marchandises qui ont de la valeur forte. Les marchandises de catégorie B ont une valeur un peu plus faible, du moins moyenne, et les marchandises de catégorie C, elles, vont avoir des valeurs qui sont plus faibles. Et en fait, ça nous permet donc de connaître les marchandises qui ont le plus d'importance dans notre stock. Donc, soit des produits les plus vendus dans un magasin ou dans une usine de production, les produits les plus consommés. Et donc après, pour la mise en place, c'est quelque chose qui est assez simple. Une fois qu'on a défini nos stocks A, nos stocks B et nos stocks de catégorie C, on va, à l'aide tout d'abord d'un plan sur papier, définir où ranger ces produits. Vous imaginez bien, dans un entrepôt, l'idéal pour des opérateurs, c'est de marcher le moins possible durant sa journée. Donc le but, c'est de stocker les marchandises de catégorie A au milieu des espaces, par exemple, de rayonnage ou de magasins qui vont être proches des entrées et des sorties de marchandises. Si par exemple on fait de l'expédition sur un quai d'expédition, on va stocker nos produits qui partent fréquemment à côté de la sortie. Si j'ai un produit qui est expédié une fois par mois, je vais le mettre le plus loin possible parce que je vais y aller très peu et comme ça je vais gagner un petit peu d'espace de stockage. On le retrouve aussi beaucoup dans les supermarchés, cette logique-là. C'est ça, c'est vrai que c'est une méthode qui est très utilisée, notamment dans l'optimisation de la préparation de commandes. Le fait de rapprocher au plus près possible des zones d'expédition les marchandises qui vont tourner le plus, les références qui vont tourner le plus, dans le but de réduire au maximum le déplacement des préparateurs de commandes. Ouais, complètement. En fait, là, on va clairement après dans une idée d'optimisation d'espace. Grâce à ça, on va pouvoir gagner de la place au sein de l'entrepôt ou dans les différents magasins. Clairement, on sait très bien que si on prend l'exemple d'archives, dans n'importe quelle entreprise, on a besoin de stocker des archives. On sait très bien qu'on va pas les stocker dans un endroit où on passe tous les jours. Souvent, c'est rangé un peu dans les fins fonds de l'entreprise où personne ne va parce que on a rarement besoin. On va pas stocker les archives à côté de la machine à café, par exemple. Là, ça va être pareil. On va se dire, un entrepôt, pour optimiser mon espace, je vais peut-être aussi utiliser des moyens simples pour gagner de la place, tels que des racks, donc des paletiers tout simplement, pour pouvoir superposer différentes palettes ou différents emballages. Et dans ce cas-là, je vais peut-être mettre les produits les plus consommés dans des paletiers, à côté des zones d'entrée ou de sortie, pour faire tourner mon stock et pour optimiser la place et le déplacement des opérateurs. Ok, très bien. On a vu tout ce qu'il y avait dans le stockage. Et maintenant, si on voulait gérer, par exemple, un stock de produits qui sont périssables, comment on pourrait gérer ces flux à l'intérieur de l'entreprise? Alors, pour des produits périssables, donc là, il existe différentes méthodes, que ce soit périssables ou non périssables. On a des systèmes, ce qu'on appelle de FIFO, LIFO ou encore FEFO. Alors, c'est un peu des noms barbares. On va essayer de l'expliquer simplement. Si donc on continue ton exemple, Malo, de produits périssables, on va utiliser ce qu'on appelle le FEFO. Alors, FEFO, c'est tout simplement un acronyme anglais qui veut dire First Expirated, First Out. Donc, tout simplement, le premier produit qui expire, on va le sortir en premier. Si je suis sur un entrepôt pour la grande distribution, donc Carrefour, Super U ou encore Leclerc,
j'ai de la viande tout simplement dans mon entrepôt, elle expire demain. À côté, j'ai une autre palette de viande mais qui expire dans 2 jours. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord envoyer à mon magasin la palette de viande qui expire demain avant d'envoyer celle qui expire dans 2 ou 3 jours parce que sinon elle va me rester sur les bras. Autant vendre tout d'abord les produits à courte durée plutôt que vendre les produits qu'on peut encore garder. Sinon, ça va nous faire tout simplement de la perte sèche. Donc, au niveau des coûts, on va jeter des produits. Tout d'abord, éthiquement parlant, ce n'est pas bien. Et économiquement parlant, encore moins. Parce qu'on aura acheté des produits qu'on n'aura pas vendus. De 1, ça nous aura fait pris de la place dans l'entrepôt pour rien. On aurait pu stocker autre chose à la place de ces produits-là. Et en termes de coûts, économiquement parlant, si on fait ça souvent, à la fin de l'année, on va avoir un gros trou dans la trésorerie. Donc ça, c'est pour tout ce qui est éléments périssables. Après, on a par exemple, pour pouvoir faire ce qu'on appelle tourner le stock, la gestion des flux en FIFO. Donc là, c'est first in, first out. C'est tout simplement le premier produit qui rentre en stock, je le sors en premier. Si chaque jour, imaginons lundi, je reçois une palette, mardi une palette, et donc la même chose jusqu'à vendredi. Le lundi suivant, je vais sortir donc ma palette du lundi de la semaine d'avant parce que ça sera la plus ancienne du stock. Et on fera exactement la même chose toutes les semaines. Ouais, voilà, c'est ça, le FIFO, c'est une des méthodes les plus utilisées en gestion de stock, je pense, aujourd'hui. Même sur des produits qui sont pas forcément périssables, puisque il peut y avoir une dégradation ou une perte de valeur à travers le temps. Je pense par exemple aux produits informatiques. C'est des produits sur lesquels il y a énormément d'avancées. Le fait de sortir en premier les dernières arrivées, ça permet d'éviter de perdre le stock, d'avoir un stock obsolète en fait. Après, en plus du FIFO, il y a une méthode qui est le LIFO, donc Last In, First Out, qui va faire sortir le dernier entrée. Cette méthode elle va être utilisée principalement sur les produits non périssables et vraiment homogènes, comme par exemple le sable, le gravier, des produits qui de toute façon resteront toujours les mêmes, sur lesquels il n'y a pas de différence entre qu'ils soient arrivés il y a 1 an ou il y a une semaine. D'accord. Donc sur la gestion des différents flux, on a bien parlé donc, des différents process que FIFO, LIFO et FEFO. Et donc quand on a un stock, qui soit volumineux ou non, on a quand même des choses à faire pour comptabiliser les différentes entrées, sorties, ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a des choses à faire, à mettre en place En fait, ouais, on a la réalisation d'inventaire tout simplement. Je pense en tant qu'étudiant, on a tous au moins réalisé une fois un inventaire dans un magasin, que ce soit des magasins amis, famille ou encore en job étudiant. On a différents types d'inventaires. Soit on a les inventaires donc dits comptables qui sont faits annuellement. Donc on doit pouvoir une fois par an pour la valeur comptable connaître la valeur de son stock. Donc là c'est tout bête. On arrête les entrées, on arrête les sorties de produits et on compte un à un les produits dans notre magasin. Et on vient comptabiliser la quantité de ces produits mais en valeur, donc en euros. Autrement, on a aussi des inventaires dits tournants. Je sais pas si Aurélien, toi, tu as déjà utilisé ou tu as déjà eu des expériences avec des inventaires tournants. Ouais, tout à fait. Notamment quand j'étais dans l'automobile. C'est vrai qu'on avait pas mal de problèmes d'approvisionnement de pièces, puisque dans l'automobile, les flux sont très tendus. Donc c'était important d'avoir les stocks qu'il fallait pour répondre à la demande du client. Hein, il y a un délai très court entre le moment de la commande et le moment de la livraison. Et donc pour assurer au mieux d'avoir toujours les pièces nécessaires, on effectuait des inventaires tournants. Donc c'est-à-dire que plusieurs fois par jour, on allait compter certaines références. Voilà, c'était défini à l'avance quelle référence on allait aller compter pour s'assurer que le stock informatique
et le stock physique correspondait bien, et si c'était pas le cas, les mettre à jour pour ensuite effectuer des approvisionnements correctement. Ouais, bah oui, ça dans l'automobile, on retrouve beaucoup les inventaires tournants. Moi qui ai eu pas mal d'expérience aussi en automobile, c'est vrai qu'on réalise, alors souvent la planification de ces inventaires, c'est en fonction de la criticité du stock, c'est-à-dire des pièces où on a peu de stock et qui tournent quand même beaucoup, on est amené à les contrôler fréquemment. La difficulté par contre avec les inventaires tournants dans l'automobile, c'est que la production continue de tourner, on continue de faire des entrées de stock, des sorties de stock pendant qu'on fait notre inventaire. Alors pour ça, là, c'est une méthode qui est assez simple en soi, mais assez compliquée. Dans l'automobile, en fait, sur la production, comme dans beaucoup de productions, on a un numéro de fabrication pour chaque produit. Donc chaque véhicule va avoir son identification et on va réussir, grâce au système informatique de l'usine, commencer l'inventaire à partir d'un certain numéro de production qu'on note, qu'on va saisir dans notre ERP, donc qui est notre outil de gestion de stock, gestion des entrées, des sorties de produits. Et lorsqu'on a terminé de compter nos pièces, on va prendre le dernier numéro de véhicule produit pour aussi le saisir dans notre ERP. Et enfin, on va saisir la quantité comptée entre ces deux périodes-là. Et le système automatiquement va déduire les sorties, les entrées entre chaque comptage pour être sûr d'avoir un stock le plus fiable possible. Pour pouvoir contrôler également les stocks, on a ce qu'on appelle, c'est un terme qui n'est pas forcément commun à toutes les industries, mais qu'on peut appeler des hygiènes magasins. Alors qu'est-ce que ce sont des hygiènes magasins ? C'est tout simplement contrôler que le stock physique et informatique concorde. Alors, ça peut s'apparenter à l'inventaire tournant. Là, c'est pas forcément dans le but de remettre à jour son ERP, parce que le cadre de faire des inventaires tournants, c'est mettre à jour l'ERP pour que les commandes de pièces retombent automatiquement chez le fournisseur, pour qu'on va dire la machine tourne toute seule. Le but vraiment de faire des hygiènes magasins, c'est faire en sorte que le stock qu'on a en physique et le stock qu'on a dans notre outil de gestion de stock soit cohérent. La méthodologie est très simple. Il suffit d'imprimer sur une feuille papier notre stock d'un magasin spécifique. On va devant une alvéole. Donc imaginons je vais devant l'alvéole numéro 1 du magasin A. Je compte combien de produits j'ai dans mon alvéole et je compare au nombre de produits présents informatiquement dans cette alvéole-là. Si ça concorde, mon hygiène est parfaite. Si ça ne concorde pas, donc si j'ai des produits en plus ou en moins, c'est qu'on a eu des soucis soit à la réception, donc comme on disait tout à l'heure, la réception est importante pour le stockage, donc c'est à ce niveau-là. Soit on a fait des mauvaises saisies, on a oublié d'entrer les produits en stock et on les a posés dans l'alvéole. Ou alors on a eu des problèmes de déstockage, c'est-à-dire que la personne, le cariste, l'opérateur qui a pris les pièces a oublié de saisir son déstockage. Donc le problème à ce niveau-là, si on fait un contrôle de stock, on fait un inventaire informatique, on regarde pour faire de la production, on se dit nickel, pour faire mon produit A, j'ai besoin de X et Y. Je regarde en stock, j'ai assez de X, assez de Y, pardon. Je vais pour prendre mes produits en stock pour produire mon produit. Je me rends compte qu'il manque le produit Z. Donc là, je suis bien embêté. Toute ma production qui était prévue tombe complètement à l'eau. Donc c'est pour ça que les inventaires sont importants pour avoir un bon suivi comptable, pour être sûr que les commandes des produits se passent bien au quotidien, et enfin pour être sûr que je puisse produire mes bons produits le bon jour, comme prévu dans ma planification. Pendant l'épisode, vous avez parlé de plusieurs types de stocks. Donc on a pu parler du stock frais, du stock en vrac, du stock électronique. Est-ce que chez moi j'ai du stock ? Par exemple, est-ce que mon sac de riz est un stock ? Ouais, c'est exactement ça. Ton sac de riz est un stock. Demain, tu vas faire tes courses au supermarché en bas de chez toi.
tu as prévu, imaginons, de faire un risotto, vu que tu parles de riz. Un risotto, qu'est-ce qu'il te faut? Il va te falloir du riz à risotto, du vin blanc, du parmesan et éventuellement des champignons. Tu regardes dans ton frigo, tu as tes champignons, super. Tu as ton vin blanc, il te reste une bouteille d'hier soir, nickel. Tu as eu du parmesan, il t'en reste toujours de ton voyage en Italie. Tu ouvres ton placard, tu te rends compte, tu as des pâtes, tu as des lentilles, mais pas de riz pour faire du risotto. Donc, ton stock n'est entre guillemets pas bon ou tu n'as pas le produit nécessaire pour faire ta recette. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement retourner au magasin en espérant qu'il ne soit pas dimanche à 22h. Tu vas retourner en magasin pour aller t'acheter ton riz à risotto. Donc oui, tous tes produits que tu retrouves dans tes placards, dans ton frigo, dans ta salle de bain, tout ce que tu utilises au quotidien pour te nourrir, pour te laver, pour te déplacer. Ton carburant est un stock dans ta voiture. Tout ça, c'est du stock. Et après, on a aussi différentes typologies de stock. Comme je te disais, donc je t'ai dit des produits alimentaires, ton carburant. Mais dans l'industrie, donc, on a différents types de stocks. Si on travaille en grande distribution, on a du stock sec, donc comme le riz. On a du stock frais. Donc le frais, c'est poisson, viande, fruits, légumes, qu'on pourrait même qualifier d'ultra frais. On a du stock de matières dangereuses, des produits chimiques, de la peinture, qui est considérée comme matière dangereuse. On a plein d'autres types de produits qu'on peut retrouver, électroniques. Du coup, c'est ça, Thomas, exactement. Il y a plusieurs types de stocks. Et en fonction de ces types de produits qui vont être stockés, on va avoir des normes différentes, des conditions de stockage différentes. On va utiliser des frigos pour stocker le frais. Donc ça va pas être comme un frigo qu'on va avoir dans une maison. Ça va être vraiment une pièce entière qui va être mise sous température dirigée. Et donc, par exemple, c'est pareil pour le stock de matières dangereuses. Ça va être beaucoup de règles qui vont être mises en place pour éviter les accidents. Donc, en fonction du type de stock, on va avoir des organisations qui vont s'organiser différemment autour de ces types de stockage. Et après, le stockage peut être aussi, si je rebondis sur ce que tu dis, Aurélien, on a du stockage qui est temporairement important ou pas. Je prends l'exemple, on est en plein dedans en ce moment. On a eu, il y a peu de temps, on a dû tous le voir dans les différents articles, la crise des composants dans l'automobile. Il faut savoir que ces composants, c'est une denrée rare aujourd'hui et compliquée à avoir. Et dans ce cas-là, beaucoup d'usines et d'entrepôts logistiques automobiles ont mis ces stocks sous clé. C'est-à-dire qu'il y a des principes de stockage derrière des armoires. On imagine d'énormes coffres-forts, comme dans les films, dans les banques, etc. Pas autant poussés, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on va stocker un élément rare dans un coffre-fort. Donc ça entraîne encore d'autres gestions de stock. On n'est plus dans le côté FIFO, LIFO, méthode ABC. Là, on rentre sur quelque chose de complètement différent, qui est du cas par cas. Il n'y a pas de méthode. Là, ça rentre en fonction de l'expérience et en fonction du produit et de la disposition de l'entrepôt également. Ok, merci Thomas, merci Aurélien. Donc, un stock, c'est un produit ou un ensemble de produits qui est entreposé dans un stockage, dans un entrepôt, dans un magasin, et qui est géré par différents inventaires, différentes gestions de flux. Donc voilà, et on peut y retrouver différentes typologies de stock, soit du frais, soit du vrac, soit de l'électronique. Je comprends tout ça. Et pour gérer ces différents produits, est-ce qu'il existe des choses à mettre en place? Alors pour gérer, on a tout ce qui est manutention. En fait, pour la manutention, faut se dire qu'il faut bien récupérer ces produits, les entrer en stock, les sortir, les stocker sur des racks, les stocker au sol, dans des frigos. Faut déplacer la matière, tout simplement. Alors, pour la déplacer, on a plein de manières différentes. Imaginons, chez Amazon, on a beaucoup de petits produits. Alors là, on va avoir du déplacement manuel, c'est-à-dire que des opérateurs vont prendre le produit à la main, les mettre sur un chariot pour préparer leur commande. On a aussi le déplacement de produits avec ce qu'on appelle des engins de manutention.
donc engin de manutention, donc des cars à fourche. Lorsqu'on décharge un camion à la réception, on a notre car à fourche, on vient prendre la palette, on la sort du camion et on vient la stocker dans un magasin. Et ensuite, sur des chaînes de production ou des entrepôts un petit peu plus poussés logistiquement parlant, nous avons ce qu'on appelle les AGV. Alors les AGV, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit robot autonome qui vient déplacer des emballages ou du stock. Pour vous ayez une vision d'un AGV, imaginez les aspirateurs robots que vous pouvez avoir chez vous. C'est exactement la même chose. Sauf que ces AGV, ces petits robots, vont avoir un chemin spécifique. Certains vont fonctionner avec des caméras, des lasers, d'autres avec un guidage au sol. Ça, on en reviendra dans d'autres épisodes, on pourra le développer un peu plus longuement. Mais il faut se dire que dans certains entrepôts, on a des petits robots qui viennent récupérer des emballages dans le stock et les apporter soit en bord de chaîne, soit les apporter tout seul dans un camion. Mais là, sur ce principe-là, on est un petit peu on commence à être dans le futur de la logistique, dans laquelle on est actuellement, on rentre de plus en plus dedans. Et il y a plein de choses qui vont arriver au niveau des entrepôts, au niveau de la réception et au niveau de la gestion du stock dans le futur. Ouais, mais c'est génial, mais on rentre vraiment dans le futur de la manutention, en fait. C'est vraiment des robots on met en place dans les entreprises pour pouvoir manutentionner automatiquement. Ah bah c'est incroyable en fait comme système. Aujourd'hui, on a de plus en plus de ce qu'on appelle de robotisation et de mécanisation. Alors attention, ce n'est pas un travail qui est fait pour remplacer l'homme. On peut avoir souvent cet amalgame. Le but de ce qu'on appelle la mécanisation, la robotisation en entrepôt logistique, c'est vraiment d'aider l'homme dans ses tâches quotidiennes ou alors vraiment faire des tâches que l'homme ne peut pas réaliser ou alors ne peut plus réaliser. Il y a des années en arrière, l'homme portait des kilos et des kilos toute la journée à bout de bras. Aujourd'hui, c'est pas possible. L'homme ne peut pas supporter des charges de 30 kilos, c'est impossible. Des charges de 20 kilos à bout de bras tout le temps. L'homme n'est pas fait pour supporter ça. On a ce qu'on appelle les TMS en logistique, donc les troubles musculo-squelettiques, qui surviennent beaucoup et qui sont un fléau en logistique. C'est pourquoi on a tous ces petits robots qui arrivent au fur et à mesure. Par exemple, pour le déchargement automatique, on voit de plus en plus de petits convoyeurs. Donc, on imagine des tapis roulants du supermarché qui rentrent dans le camion et qui viennent tout simplement sortir tous les emballages et toutes les palettes du camion. Et après, vous allez me dire, mais comment on peut faire le suivi et la traçabilité, comme tu parlais Aurélien. Comment on peut faire la traçabilité des produits qui sortent du camion et qui rentrent dans le stock ? Alors là, on a ce qu'on appelle des puces RFID. Ce sont des petits capteurs que l'on pose sur les emballages. Je pense que vous avez tous déjà acheté entre aujourd'hui et il y a 3 ans, au moins un produit chez Decathlon. Decathlon utilise beaucoup le système RFID, c'est-à-dire qu'on n'a plus de code barre. On pose son produit dans un panier pour payer et automatiquement la caisse détecte le produit. En fait, c'est ça, c'est une puce électromagnétique qui permet de stocker de la donnée. Donc la donnée ici, en l'occurrence, c'est le produit et son prix chez Decathlon. Et tout va être fait. Ben là, c'est la même chose. On peut coller ces puces-là sur des palettes. Ça passe sous des arches qui vont détecter automatiquement la palette qui rentre en stock. Et par un petit système de convoyeur, on peut ensuite aller stocker ou déstocker les différents emballages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on croise de plus en plus. Robotisation, déchargement automatique. Ou alors, on a aussi des petits robots qui peuvent grimper. On voit beaucoup de vidéos en ce moment sur Internet qui vont grimper aux alentours des racks et des paletiers pour aller aussi stocker ou même faire des inventaires. Ça se fait de plus en plus. Et en parlant d'inventaire, le futur de l'inventaire, aujourd'hui, ça peut être les drones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les drones ont la capacité, avec une petite caméra, d'aller flasher l'ensemble des codes barres, des étiquettes des produits, pour aller mettre à jour automatiquement les stocks informatiques et physiques. Ok, très bien. Donc on a parlé de tout ce qui est futur et même de ce qui est présent sur la réception et le stockage.
Donc je vous remercie Thomas, Aurélien. Si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas. Ben non, moi, merci Malo, c'était sympa, une belle discussion, j'ai apprécié, c'est des choses que je travaille tous les jours, donc ça me fait plaisir un peu de partager ce que je connais et ce que je vois aussi au quotidien. Tout à fait, ouais, j'espère qu'on a bien pu faire comprendre ce qu'était la réception et le stockage à tous ceux qui ne connaissent pas forcément ces choses-là. Et c'était un plaisir d'être là aujourd'hui. Très bien. Donc nous en avons terminé avec ce deuxième épisode où nous sommes intéressés à la réception et au stockage. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité et je vous dis à bientôt.